qui est à lucrativité limitée ou nulle et qui a un projet économique ou entrepreneurial destiné à faire l'inclusion des populations à faible revenu et qui a une mission sociale ou environnementale. Et cette activité d'entrepreneuriat, d'inclusion des personnes à faible revenu doit constituer la majorité des activités de l'entreprise. Donc, c'est ça qui fait la différence entre une entreprise classique et une entreprise sociale. Ça, c'est la définition globale d'une entreprise sociale. Une entreprise inclusive, elle, c'est toute entreprise, c'est-à-dire que c'est toute entreprise du secteur marchand qui a pour objectif de faire l'inclusion des personnes à faible revenu sous forme, dans la chaîne des valeurs, sous forme d'employés, sous forme de clients, sous forme de producteurs. Donc, il y a une différence entre une entreprise sociale et une entreprise inclusive. Parce qu'une entreprise sociale, c'est souvent des entreprises qui ont une lucrativité limitée. Et une entreprise inclusive, par exemple, les associations peuvent faire partie des entreprises sociales, par exemple, parce que à la base, ce sont des organisations à lucrativité nulle. Voilà. Après, d'autres organisations aussi peuvent être en entreprise sociale compte tenu des règles de gouvernance interne qui limitent leur lucrativité. Mais par contre, une entreprise inclusive, ça peut être toute entreprise normale, classique, mais qui a pour particularité de mettre à la disposition des populations à faible revenu des produits, des services qui sont adaptés aux besoins de ces dernières, mais et qui concourent à l'inclusion de ces populations sous forme de clients, par exemple en proposant des produits qui sont proportionnels à leur pouvoir d'achat, sous forme de producteurs, en se procurant des produits chez ces personnes, mais à prix raisonnable, sous forme d'employés, en proposant des travails à ces personnes, mais avec des exigences moindres, c'est-à-dire des exigences qui répondent aux, aux conditions sociales de ces personnes. Donc, une entreprise inclusive, ça peut être, c'est souvent des entreprises classiques et qui ont une particularité en matière de fonctionnement. C'est ça la différence entre la grande différence entre entreprise sociale et entreprise inclusive, c'est au niveau de la lucrativité. Parce que les entreprises inclusives peuvent avoir une lucrativité classique et normale, mais faisant l'inclusion des personnes. Et le modèle d'affaires de ces entreprises doit être majoritairement destiné vers l'inclusion des personnes à faible revenu. Alors qu'une entreprise sociale, en réalité, c'est une entreprise qui a une lucrativité limitée ou une lucrativité nulle, mais qui propose des projets économiques ou entrepreneuriaux qui sont destinés aussi à l'inclusion des personnes à faible revenu. Donc, c'est la différence entre les deux. Donc, en réalité, si je veux faire une différence entre une entreprise sociale et une association, en réalité, une association peut devenir une entreprise sociale. Tout simplement, pas directement une entreprise inclusive, une entreprise sociale, parce que en réalité, à la base, c'est une organisation à lucrativité nulle. Et donc, elle ne peut pas devenir directement une entreprise inclusive. Donc, mais il n'est pas formellement et totalement interdit aux organisations de la société civile, comme associations ou ONG, de poser des actes de commerce, parce qu'elles peuvent poser des actes de commerce de façon limitée et qui répondent à l'objet social de l'existence de l'association. Donc, sur ce point, les associations et les ONG peuvent poser des actes de commerce bien précis et limités qui répondent à leur objet social. Et lorsque le modèle d'affaires lié à ces actes de commerce est destiné à l'inclusion des personnes à faible revenu, alors on peut qualifier cette association ou cette ONG d'entreprise sociale. Donc, le problème, la différence, c'est qu'à la base, les associations sont sous un régime juridique différent d'une entreprise
social normal. Mais ponctuellement, une association peut faire des migrations. C'est-à-dire que peut poser, voilà, peut faire des activités qu'on peut qualifier d'entrepreneuriat social, tout simplement lorsque on voit si les critères de fonctionnement des entreprises sociales sont respectés dans le cadre de cette activité commerciale limitée que une ONG ou une association fait. Pour le moment, au Togo, on n'a pas encore une loi sur les entreprises sociales et inclusives. Donc, pour les démarches, par exemple, pour créer une entreprise sociale ou une entreprise inclusive, si vous voulez, c'est la même démarche que les entreprises classiques font. Sauf les démarches concernant les associations et les ONG, c'est une autre procédure. Même si une ONG peut migrer après pour devenir une entreprise sociale. Bon, il y aura éventuellement des démarches complémentaires, mais à la base, une ONG ou une association est régie sous un régime juridique distinct. En réalité, l'avantage lié, par exemple, si vous parlez des avantages qui sont liés à la création d'une entreprise sociale, comme on n'a pas encore un régime juridique qui présente les obligations et les avantages des entreprises sociales et inclusives éventuellement, il va falloir travailler sur une loi qui cadre euh, ces entreprises parce que aujourd'hui, les entreprises sociales et inclusives sont sous le même régime juridique euh, avec les entreprises classiques, alors que les entreprises sociales et inclusives semblent euh, aller plus dans le sens d'inclusion des personnes à faible revenu et semblent concourir à la mise en œuvre des politiques publiques comme le PND. Alors que les entreprises classiques n'ont pas cette obligation. Elles ont un chiffre d'affaires, elles ont un modèle d'affaires. Les entreprises classiques, elles font leurs bénéfices, elles se partagent, on partage les dividendes entre les actionnaires et ça s'arrête là. Alors que les entreprises inclusives et les entreprises sociales font un travail de lutte contre la pauvreté, d'inclusion des personnes à faible revenu, de l'amélioration de conditions des personnes à faible revenu et concourent à la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, en réalité, si on met ces entreprises qui font un double effort sous le même régime juridique que les entreprises classiques, et je pense qu'il y a une injustice. Donc, je pense que en réalité, on doit se doter bientôt d'une loi qui fait la part des choses et qui fait des précisions sur, par exemple, les avantages peut-être fiscaux ou d'accès au marché public ou d'accès au mécanisme d'investissement qui sont destinés aux entreprises sociales et inclusives, tout simplement parce que ce sont des entreprises qui concourent à l'inclusion des populations à faible revenu et qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques. Et ce sont des entreprises aujourd'hui incontournables, qui sont très importantes dans l'inclusion des personnes à faible revenu. Alors, pour continuer, vous savez, en 2019, nous avons fait une étude financée par l'Agence française de développement et coordonnée par MOVE, c'est le Mouvement des entrepreneurs sociaux en France. Et on a fait une étude de diagnostic sur l'état de l'économie sociale et inclusive dans 16 pays africains, y compris le Togo. Et après cette étude, nous avons sélectionné 10 pays qui vont bénéficier de seconde phase de notre projet. Bon, la seconde phase sera confirmée. Après, c'est pas encore totalement confirmé, mais on a en prévision une seconde phase. Et on a sélectionné 10 pays sur les 16 pays. Bon, après la sélection des 10 pays, il y a le Togo qui est sélectionné, qui fait partie des 10 pays sélectionnés. Et lors à l'issue de cette étude, où nous avons les diagnostics portaient sur le dynamisme et l'identification des acteurs de l'écosystème du social and inclusive business dans 16 pays africains. Les pays francophones, on a 9 et on a 7 pays anglophones.
Alors, à la fin, à l'issue de cette étude, nous avons fait des diagnostics et nous avons prévu des actions, des activités à l'endroit des entreprises sociales et inclusives, à l'endroit de ce type d'entreprise un peu particulier. Donc, nous avons prévu, par exemple, des stratégies de communication générale. Après, on pourra éventuellement partager les documents de plan d'action avec vous. Le CRS peut partager ça avec vous. Et dans ce document, nous avons relevé tout simplement la nécessité de créer, de mettre en place, de structurer le secteur de l'entrepreneuriat social, par exemple, en ce qui concerne le Togo. Structurer, c'est-à-dire, si on prend les entreprises classiques, nous avons différents types d'entreprises, vous savez, par rapport à la taille, par rapport à la nature. À la taille, nous avons les TPE, nous avons les PME, nous avons les grandes entreprises, etc. Et par rapport à la nature, nous avons les sociétés anonymes à responsabilité limitée, les sociétés en non collective, les sociétés en participation, etc. Mais au niveau de l'entreprise sociale, on ne sait pas si on va les appeler comme ça ou pas. Donc, il y a une nécessité pour pouvoir structurer le secteur. Il faut pouvoir les catégoriser et les classer, mais tout en tenant compte de l'existant, tout en tenant compte de la loi qui régit le fonctionnement des entreprises parce que in fine, ce sont des entreprises, mais qui ont qui ont des modèles d'affaires particuliers, des modèles d'affaires, si vous voulez, pas homogènes, hétérogènes par exemple, et qui ont voilà, un côté quasi-marchand, si vous permettez l'expression, et en même temps un côté d'inclusion. Un souci d'inclusion, un souci d'amélioration des conditions de vie, des conditions économiques et sociales des groupes cibles. Alors, on a prévu de travailler pour la mise en place, par exemple, d'une communauté d'entreprises sociale et inclusive. Et pour avoir cette communauté, en réalité, ça peut donner une idée. Ce n'est pas un second patronat. C'est une communauté d'entreprises. Ils peuvent toutefois aller sur les fonds régionaux pour pouvoir participer au marché public, et ainsi de suite, pour pouvoir réfléchir ensemble. Ça peut être un cadre d'échange. Mais avant ça, il faut une structuration claire. Pour la structuration, c'est de classer les entreprises sociales et inclusives par catégorie, par rapport à leur chiffre d'affaires, par rapport aux objectifs, par rapport à leur poids, par rapport à leur taille. Et ça, pour pouvoir catégoriser, au fait, pour pouvoir structurer le secteur, pour pouvoir faire la différence entre les petites entreprises sociales, les grandes, les moyennes, voilà, etc. Et pour pouvoir aussi permettre peut-être la mise en place des fêtières thématiques d'entreprises sociales et inclusive des fêtières, surtout pour les entreprises sociales, des fêtières thématiques, des fêtières nationales. Mais en faisant toutes ces présentations, ce n'est pas de la société civile pure et dure. Donc, il faut faire attention. Voilà, c'est le secteur qui est mixte, hétérogène, qui fait le marchand, mais qui tient compte des, des, des possibilités des populations. Donc, le rapport sur la structuration va sortir très bientôt. Nous y travaillons dessus, c'est bientôt prêt. Et les entreprises, le secteur de l'entrepreneuriat social et inclusif, les entreprises sociales sont catégorisées clairement et par rapport à des critères subjectifs et objectifs. Et voilà. Et là, ça fait la différence. C'est un premier pas pour faire la différence entre les entreprises classiques et les entreprises sociales et inclusives, parce que cette différence est primordiale et est importante. Donc, on ne peut pas parler des entreprises sociales et inclusives en continuant par mélanger les entreprises classiques et les entreprises sociales et inclusives. Après, nous avons prévu, par exemple, de mettre en place une charte, dans le cadre de notre plan d'action, une charte, un livre blanc. C'est que dans ce livre blanc ou dans cette charte, nous allons confirmer
parce qu'on a déjà une définition de l'entreprise sociale inclusive que je viens de vous donner. Mais nous allons aller plus en détail sur le fonctionnement des entreprises et la gouvernance des entreprises sociales et inclusives. Ça sera dans un livre blanc ou dans une charte. Parce que ce sont des entreprises qui n'ont pas un fonctionnement similaire aux entreprises classiques. Ce sont des entreprises où, par exemple, on connaît le salaire du PDG ou du fondateur, on connaît le salaire de tout le monde, on publie les salaires et, par exemple, celui qui gagne plus de salaire ne peut pas gagner 5 fois plus que celui qui gagne le moins de salaire. Et aussi des mécanismes de fonctionnement comme le réinvestissement des bénéfices. Par exemple, si l'entreprise fait des bénéfices, l'entreprise doit avoir dans son statut une clause qui précise que en réalité, les bénéfices ne peuvent pas être partagés totalement comme dividendes entre les actionnaires. Euh, il y a une partie doit être réinvestie dans l'action sociale ou dans, dans l'objectif prioritaire, par exemple, questions sociales ou environnementales. En tout cas, ça doit être réinvesti dans la mission sociale ou environnementale de l'entreprise. Pas la totalité, mais il faut une partie conséquente par rapport aux charges de l'entreprise, qu'il faut une partie des bénéfices doit être réinvestie dans la mission sociale ou environnementale de l'entreprise. Donc, ce n'est pas, les entreprises classiques ne fonctionnent pas comme ça. Donc, c'est voilà. Il y a des mécanismes pour faire participer, c'est-à-dire en ce qui concerne la gouvernance horizontale, bon, c'est qu'on inclut les employés dans la prise de décision. Les prises de décision ne sont pas verticales, ça ne tombe pas du haut comme un massue sur la tête des gens. On consulte tout le monde, on fait, voilà, et on prend des décisions qui sont objectives et qui prennent en compte l'intérêt de chacun. Donc, c'est les modes de fonctionnement de l'entreprise sociale inclusive. Et ça, ces éléments seront précisés dans une charte ou dans un livre blanc, ce qu'on a prévu dans le cadre de notre projet. Nous avons aussi prévu d'accompagner les pays sélectionnés à mettre en place une politique publique, par exemple le fonds de politique publique qui prévoit des actions et ces actions où on a différents partenaires éventuellement qui acceptent d'appuyer le Togo sur cette thématique à long terme sur des éléments bien précis. Donc, nous avons prévu accompagner le Togo dans le cadre de la seconde phase, de doter éventuellement d'une politique publique ou revoir, par exemple, des actes réglementaires qui régissent le fonctionnement des entreprises pour pouvoir éventuellement permettre, soit au gouvernement, pour aller vite, de prendre des actes réglementaires ou voilà, si, ou lorsqu'on a la loi, bon, ce que nous allons faire bientôt aussi, et là, si on a la loi, on peut prendre toujours les actes réglementaires pour pouvoir appliquer la loi en la matière. Après, nous avons prévu des activités de campagne, de vulgarisation, de fédération entre les entreprises sociales et inclusives. On a prévu d'organiser des événements avec les incubateurs. On a prévu aussi des actions d'accompagnement des startups. Et on a prévu faire la coordination avec les bailleurs de fonds qui travaillent éventuellement sur ce sujet déjà pour pouvoir coordonner avec eux des actions qu'ils ont déjà et pour voir comment est-ce qu'on peut apporter des valeurs ajoutées à ces actions. Donc, en réalité, aujourd'hui, le Togo souhaite, après la déclaration du Premier ministre Camille Classou sur la volonté du Togo de devenir le hub de l'entrepreneuriat social dans la sous-région, c'est que les autorités togolaises ont exprimé leur volonté d'avancer sur la thématique de l'entrepreneuriat social et inclusif. Alors, donc, déjà, on a commencé. En réalité, il faut des outils qui permettent au Togo de montrer que il est dans le bon sens, il est dans le dynamique.
Parce que, par exemple, dans la sous-région, par exemple, il y a des pays qui sont aussi un peu avancés et qui sont en train de se doter des outils. Donc, pour être le hub de l'entrepreneuriat social dans la sous-région, il faut avoir des outils pertinents et qui, sur lesquels, comme levier, et pour pouvoir garantir la visibilité du Togo en la matière. Et cette visibilité particulière pourra faire du Togo le hub de l'entrepreneuriat social, et inclusif. Alors, il faut des outils comme une clarté dans le secteur de l'entrepreneuriat social et inclusif. Alors, qu'est-ce que je n'appelle pas clarté? Il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est qu'une entrepreneuriat social inclusive, une entreprise sociale et inclusive. Il faut qu'on sache comment est-ce que ces entreprises sont catégorisées, sont classées. L'intérêt de ces classements, c'est double. Le premier, c'est que si un investisseur veut investir dans le secteur de l'entrepreneuriat social et inclusif au Togo, c'est que l'investisseur va voir quels sont les différents types d'entreprises qui sont dans ce secteur. S'il n'a pas un outil clair qui définit et qui montre que on a les entreprises par taille, par catégorie, ainsi de suite, ou éventuellement par activité, par secteur d'activité, pour lui, c'est le flou. Il ne va pas savoir comment investir et quand investir et dans quoi investir. Donc, il faut que le Togo dispose d'un outil de structuration clair pour pouvoir montrer aux partenaires techniques et financiers ou bien aux investisseurs la clarté dans le secteur. Le second intérêt, c'est que en réalité, lorsqu'on fait les statistiques, pour le moment, ce sont les entreprises naissantes et ce ne sont pas des très grandes et grosses entreprises pour le moment. Même si on veut trouver une ou bon voilà. Donc, l'intérêt, c'est de permettre à ces entreprises éventuellement d'avoir accès au marché public en se constituant en groupement d'entreprises ou en communauté d'entreprises. Et là, ou encore, bon, ça c'est, si je prends les entreprises inclusives, si je prends les entreprises sociales, peuvent être toujours groupements ou communautés, mais peuvent être des fêtières nationales ou des fêtières thématiques. Et là, comme ça, si il y a un marché public qui porte sur la thématique, elles peuvent s'entendre en conglomérat pour pouvoir postuler ensemble. Lorsque on postule, lorsqu'on on participe au marché public, plutôt en consortium, on a un poids, voilà, on sait que le marché public, en réalité, c'est à viser aussi social hein, et aussi économique et marchand, mais ce n'est pas que ça. Il y a un côté intérêt public dans les marchés publics. C'est pour ça qu'on appelle ça marché public. Donc, voilà, les entreprises, une petite entreprise qui a une opportunité de marché public, en réalité, elle seule, lorsqu'elle va, ne peut pas résister au fond parce que elle est trop petite ou soit trop moyenne. Mais si elles y vont en groupe par rapport à leur intérêt thématique, là, les marchés publics, on a plus tendance à aller dans ce sens. Donc, mais si le secteur n'est pas structuré et qu'il n'est pas précis sur ces modes de fonctionnement, les entreprises sociales inclusives ne pourraient pas se retrouver. D'ailleurs, ne peuvent pas éventuellement participer au marché public comme il se doit. Donc, ça, c'est le second intérêt d'avoir une structuration du secteur de l'entreprise sociale et inclusive. Sur cela, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair. S'il y a des questions, vous pouvez me poser, je reste à votre disposition pour pouvoir vous répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Nestor, pour ton exposé. On va ouvrir un peu une première vague de questions. Nous allons prendre 5 questions par vague. Et s'il vous plaît, avant de poser votre question, veuillez vous présenter
votre nom et prénom et votre institution de provenance. Merci. Nous voyons déjà, j'ai fait le papato, la présence marquée de Madame Maïmouna de la francophonie, Monsieur Terao Seniops qui est tombé amoureux de la thématique, Monsieur Peta de l'Assemblée nationale, Elong Bachi de la direction de la protection sociale. Je vois qui est encore là. Monsieur Sylvain Mauna de l'ANPE. Bon, il y en a plein déjà, mais on passe aux questions. Oui, monsieur Daniel Peta, vous avez la parole. Activez votre micro pour poser la question. On prend 5 questions par vague. Ok. Merci beaucoup, monsieur Kola. Et merci à monsieur Nestor pour son exposé qui était apparemment suffisamment clair, mais j'aimerais quand même avoir certains éclaircissements. En français, un peu plus facile, monsieur Nestor, si vous pouvez me redéfinir ce qu'on appelle entreprise sociale et entreprise inclusive, et me donner la différence. En français facile. Si on peut nous définir, on peut me redéfinir ce qu'on entend par entreprise sociale, entreprise inclusive et la différence, leur différence. Ma deuxième question, ça concerne la documentation par rapport à tout ce que vous avez présenté. Est-ce qu'on peut nous envoyer la documentation sur ça? Merci, Monsieur le Président, et merci. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Peta, c'est noté. Une deuxième question. Une deuxième question. Si on a... Là, Monsieur Nestor, vous pouvez répondre en attendant que... Oui, il y avait plusieurs personnes tu avais cité des personnes qui voulaient poser des questions, n'est-ce pas? Ou pas? Non, ils ne voulaient pas poser des questions, non, j'essayais de les identifier simplement. Ah, ok. Ah, oui, oui. Ok, je vais répondre à la question. Alors, pour la définition d'une entreprise sociale. Bon, une entreprise sociale, c'est toute organisation, sauf celle du secteur financier, comme les banques, microfinance, ou si vous voulez, société financière, système financier décentralisé. Donc, c'est-à-dire que c'est toute organisation, sauf celle du secteur financier. Donc, toute organisation à lucrativité limitée ou nulle. C'est-à-dire que, à lucrativité limitée, c'est-à-dire que le modèle d'affaires est destiné à des populations à faible revenu, à des coûts moindres. Ça, c'est la lucrativité limitée. Ou encore, les revenus ne sont pas totalement partagés entre les actionnaires. Il y a une partie qui est réinvestie dans l'action sociale. Ça, c'est sur lucrativité limitée. Bon, lucrativité nulle, c'est que les revenus ne sont pas partagés du tout. C'est une infime partie qui est partagée entre les actionnaires et plus de 80% des revenus sont réinvestis dans l'action sociale. Donc, c'est ce qu'on met dans lucrativité limitée ou nulle. Donc, je reprends. Donc, c'est toute organisation, lucrativité limitée ou nulle, qui dispose d'un projet économique ou entrepreneurial est destiné à faire l'inclusion des populations à faible revenu. Et cette activité doit représenter la majorité du modèle d'affaires de l'entreprise. Et cette activité doit avoir une finalité sociale ou environnementale.
C'est ça une entreprise sociale. Est-ce que celui qui m'a posé la question a compris la définition d'entreprise sociale? Est-ce que c'est clair pour lui? Avant que je ne continue, je voudrais savoir Oui, si c'est clair pour lui. oui, on peut évoluer, Monsieur Nestor. Voilà. Par contre, une entreprise inclusive, c'est toute organisation du secteur marchand. C'est-à-dire que ça peut être une entreprise classique qui veut faire de l'inclusion. Vous voyez? C'est que c'est toute organisation du secteur marchand qui dispose d'un modèle d'affaires particulier. Donc, ce modèle d'affaires est destiné à faire l'inclusion des populations à faible revenu sur trois volets. C'est que cette entreprise veut inclure les populations à faible revenu de trois manières. La première, c'est de les inclure en tant que clients. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est l'entreprise qui est en réalité marchande. C'est qu'elle change son modèle d'affaires et propose des produits qui sont adaptés au pouvoir d'achat des populations. Un exemple. Un exemple de voilà, la communication, par exemple, où aujourd'hui, on a les entreprises de communication au Togo qui présentent pour les crédits des frais qui sont plus ou moins adaptés au pouvoir d'achat des populations. Parce qu'avant, si tu n'as pas 5 000 francs CFA, tu n'as pas de crédit. Hein. Aujourd'hui, avec 200 francs CFA, tu peux avoir de crédit. Ce sont les entreprises qui ont changé leur modèle d'affaires et qui sont orientées vers l'inclusion des populations. Et c'est des entreprises inclusives qui incluent les populations sous forme de clients en proposant des produits et des services dont les coûts sont adaptés au pouvoir d'achat des populations. Toujours une entreprise inclusive travaille pour inclure les populations à faible revenu sous forme d'employés. C'est-à-dire que cette entreprise propose du travail à ces personnes, mais propose du travail adapté au niveau de ces personnes. Si ces personnes n'ont pas eu l'accès à l'université, tout ça propose quand même du travail et les formes pour des activités pratiques. Vous voyez, par exemple, un exemple, si je prends le fonds Milk, qui permet aux gens, qui fait l'inclusion des populations à faible revenu sous forme d'employés, parce que les emplois et ces personnes gagnent par rapport à ce qu'ils ont vendu, mais c'est quand même du travail. C'est un exemple. Les entreprises inclusives font aussi l'inclusion de populations à faible revenu sous forme de producteurs. Là, je veux parler des coopératives. Vous voyez, il y a des entreprises qui vont chercher des produits chez les paysans ou chez les coopératives pour pouvoir exporter ou faire le lien entre le client extérieur et le coopérative. Donc, si cette entreprise, c'est une entreprise inclusive qui permet aux paysans de vendre leurs produits qu'ils ont eus à des prix qui sont normaux, hein, parce que je sais qu'il y a certaines entreprises intermédiaires qui ne sont pas honnêtes et qui ne proposent pas de bons prix aux paysans. Mais je pense que le secteur aujourd'hui est plus ou moins régulé pour que les paysans puissent gagner normalement ce qui leur revient. Donc, une entreprise qui encourage la production, par exemple, en matière agricole et autres, et qui permet aux paysans, par exemple, de couler leurs produits à des prix normaux, c'est une entreprise qui fait de l'inclusion. Donc, une entreprise inclusive, c'est toute entreprise du secteur marchand qui fait l'inclusion des populations à faible revenu sous forme de clients, sous forme d'employés ou sous forme de producteurs. Est-ce que c'est clair comme définition, monsieur Beta? Oui, c'est bien clair maintenant. Voilà. Bien détaillé. Ouais. Je suis d'accord avec cette définition plus simple et plus détaillée. Merci beaucoup, monsieur Nestor. La différence entre les deux types d'entreprises, c'est que c'est au niveau de la lucrativité et
de la répartition par exemple, des revenus. Bon, par exemple, si on prend une entreprise sociale, c'est d'office une entreprise qui fait de la lucrativité limitée ou nulle. Donc, je viens d'expliquer ça tout à l'heure. On ne veut pas revenir là. Une entreprise sociale, en réalité, c'est une entreprise qui fait de la lucrativité limitée ou nulle. Alors qu'une entreprise inclusive, en réalité, à la base, c'est une entreprise classique et qui fait de la lucrativité normale, mais qui a un modèle d'affaires particulier et qui fait l'inclusion des populations, qui a un modèle d'affaires qui est adapté aux besoins des populations, à faible revenu. Et ça, c'est la première différence entre une entreprise classique et une entreprise inclusive. Donc, c'est au niveau de la lucrativité. Donc, une entreprise sociale a d'office une lucrativité limitée ou nulle, alors qu'une entreprise inclusive n'est pas soumise à cette restriction. Sous forme de la différence au niveau des statuts, c'est que une entreprise sociale, au niveau des entreprises sociales, on constate que comme la lucrativité est limitée ou nulle, d'office, on trouve les associations, on trouve les ONG, on trouve les organisations qui ne sont pas à but lucratif en réalité. Vous voyez? Alors que si on prend au niveau des entreprises inclusives, en réalité, ce sont les entreprises à la base qui sont les entreprises classiques. Donc la différence, c'est au niveau, il y a encore une différence au niveau des statuts, des statuts des composantes de ces deux groupes d'entreprises. La troisième différence, si vous voulez, c'est au niveau de la répartition des revenus. Par exemple, en réalité, au niveau d'une entreprise sociale, il est fait que ces entreprises sociales doivent réinvestir au moins 51% de leurs bénéfices dans leur mission sociale ou environnementale. Alors que pour les entreprises inclusives, c'est que ce qui est exigé, c'est le modèle d'affaires qui doit être majoritairement dirigé vers l'inclusion. Mais les revenus, en réalité, il n'y a pas de rigueur dessus, les revenus, parce que c'est à la base, ce sont des entreprises qui sont classiques. Donc, leur revenu, c'est que ils gèrent le revenu comme elles peuvent, mais l'exigence est au niveau du modèle d'affaires qui doit être destiné vers une clientèle bien spécifique et qui doit être adapté aux besoins de cette clientèle. Donc, je peux dire que la différence est à 3 niveaux et je ne sais pas si c'est clair pour M. Peta. Oui, c'est bon. Ok. D'accord, merci beaucoup à M. Nestor pour ses réponses et à M. Pita pour sa question. Je vois un peu M. Tonou qui lève le doigt. Allez, vous avez la parole. Priez vous présenter et présenter votre institution de provenance. Merci. Oui, merci, monsieur. C'est ça que vous me recevez? Oui. Moi, oui. Oui, je suis Lacéton. Je suis de la direction générale. Et j'ai juste une petite question. J'ai cru comprendre que les entreprises sociales peuvent participer au marché public. Moi, je ne le reçois pas. Monsieur Tonou, prenez votre question si vous reçu. Oui, Ou bien je vais éteindre ma vidéo pour avoir la connexion, pour le permettre de, je pense qu'il n'a pas suffisamment de connexion. Éteindre ma vidéo. Ok, oui, c'est parfait. Monsieur Tonou, reprenez votre question s'il vous plaît. Alors, c'est bon maintenant? D'accord. Je disais que j'ai cru comprendre dans les explications du présentateur que les entreprises sociales peuvent participer au marché public. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un risque pour cette participation au regard des entreprises classiques existantes qui participent au marché public, étant donné que ces entreprises sociales ont un but lucratif limité?
Ok. Ok, d'accord, c'est bien noté. S'il vous plaît, monsieur Nestor, avant votre question, monsieur Tonou, c'est quelle institution, s'il vous plaît? Je n'avais pas bien saisi l'institution de J'ai provenance. dit, ok, c'est la Direction générale de l'emploi. Ah, parfait, merci beaucoup. C'est bon, monsieur Nestor, vous avez la parole. Merci. Ok, bonjour, merci beaucoup, monsieur Tonou. Alors, pour répondre à la question, c'est que pour le moment, il n'y a pas de marché public réservé spécifiquement aux entreprises sociales au Togo. Ce qui est là aujourd'hui au niveau du code des marchés publics, c'est qu'on a prévu un pourcentage pour les, 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 les jeunes, pour les jeunes entrepreneurs et en tout cas l'entrepreneuriat des femmes et autres, on a un pourcentage. Mais qui est 25%, je pense, entre 20 et 25%. Mais en réalité, au niveau de ce type d'entreprise, il y a les entreprises sociales aussi. Mais ce n'est pas clair. Aujourd'hui, les entreprises sociales ne peuvent pas dire aujourd'hui précisément qu'elles bénéficient voilà, d'accès au marché public. Je ne pense pas qu'elles bénéficient, mais pas ricochet peut-être, mais pas vraiment. Parce qu'elles sont de taille moyenne, petite. Pour le moment, pas vraiment. Il y a certaines, oui, mais pas vraiment, vraiment. Donc, aujourd'hui, les entreprises sociales ne peuvent pas vraiment faire front pour pouvoir aller au marché public parce que le secteur n'est pas encore régulé sur le plan formellement, sur le plan juridique. Il n'y a pas encore une loi qui octroie formellement un pourcentage ou bien qui propose un mécanisme d'accès au marché public pour ces entreprises. Il n'y a pas... Bon, après, je vais aborder d'autres questions sur ce marché public. Alors, donc, aujourd'hui, le risque est là. C'est-à-dire que les entreprises sociales ne peuvent pas voilà, challenger normalement, en toute honnêteté, et avec les règles de jeu claires. Et elles y vont avec les entreprises classiques. Et ce n'est pas juste. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin d'une loi qui fait la différence, qui clarifie les choses et qui permet aux entreprises sociales et inclusives qui font un travail informel important de leur permettre d'être visibles et d'obtenir ce qui les revient et d'avoir accès au marché public. Mais compte tenu de leur taille et compte tenu de leur jeune, c'est-à-dire ce sont de nouvelles entreprises, et il va falloir leur recommander d'aller au marché public, au niveau des marchés publics, en communauté d'entreprises ou en groupement d'entreprises pour pouvoir avoir accès au marché public. Donc, pour répondre à votre question, le risque il est là aujourd'hui. Donc, il nous faut voilà, un cadre juridique clair pour pouvoir permettre aux entreprises sociales et inclusives de bénéficier des marchés publics. Donc, cette loi, on réfléchit sur comment faire. Je pense que c'est une urgence et on réfléchit comment faire cette loi en collaboration avec tous les acteurs. Hein, et bon, voilà, quoi, on fera avec tous les acteurs du secteur, acteurs publics, acteurs financiers, les partenaires techniques et financiers, et ainsi de suite, pour pouvoir mettre en place une loi qui qui est à l'actif des entreprises sociales et inclusives. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, M. Toun. Oui, j'ai la réponse à ma question. Merci. Okay. Bon, merci beaucoup, M. Tono, merci à M. Nestor une fois encore. Je vous rappelle que cet atelier en ligne, c'est un atelier de haut niveau, donc destiné aux institutions. Et c'est toujours bon de poser ce type de questions. Une fois le projet de loi, une fois que nous allons engager les travaux pour la loi, nous allons compter sur vous pour qu'on puisse le mener à bien. Nous avons notre ami. Monsieur Bétan, on reviendra vers vous après Monsieur Anatovi, si vous permettez. Si ça ne vous dérange pas. Monsieur Anatovi, vous avez la parole. Ok, merci, monsieur le Président.
Je suis Anatoly Kokou, ministère de l'Agriculture. D'accord, merci beaucoup. Allez-y, on vous écoute. Je voulais revenir un peu au niveau de la différence au niveau de l'entreprise inclusive et sociale. C'est au fait un commentaire pour bien cerner la chose. Au niveau de l'agriculture ici, il y a un modèle de développement d'entreprise que le ministère a appuyé. On les appelle les ESOP, entreprises de services et organisations de producteurs. Et à ce jour, au-delà d'une vingtaine déjà, qui sont déjà là sur l'ensemble du territoire national. Qu'est-ce qui se fait? On installe une unité de transformation qui est là. Et autour de cette unité, il y a des producteurs, il y a une centaine, des fois plus de centaines même, qui s'organisent et qui produisent. L'unité de transformation ramasse la production et fait la transformation. Et avant même la production, l'unité là accorde aux producteurs des crédits et tout ce qui est intrant comme crédit de campagne. Et après la vente, ils rentrent dans ces fonds. Au même moment, ces producteurs sont également des actionnaires dans l'unité de production qui est installée. Donc, après les explications, je me dis que moi, j'ai imaginé que je pourrais classer ce modèle ESOP comme une entreprise inclusive. Mais c'est pour s'assurer que vraiment je suis sur la bonne voie, que je ne me suis pas trompé. Et voilà un peu ce que je voulais dire. D'accord, on va donner la parole à M. Nessor. Également, les réponses sont également complémentaires. Hein. Nous avons tous des expériences, donc chacun peut compléter les réponses de M. Nestor si le juge est nécessaire. Dans le même sens, il y a M. Sebou du ministère de l'Agriculture qui lève le doigt. C'est pour compléter ou bien c'est pour, si dans le même sens, vous pouvez abonder et M. Nestor rebondit pour la réponse. M. Sebou. Ok, merci beaucoup, Président. Effectivement, c'est pour compléter. En fait, comme il a dit, par exemple, si nous prenons les ESOP-RI, les ESOP-RI ont un contrat, par exemple, avec, comment se les appelle, la BB, c'est-à-dire la bière, ceux qui font de la bière, où on prend, par exemple, le riz pour fabriquer la bière Pils. Donc, aujourd'hui, il y a un tonnage donné qui est envoyé directement au BB sous un contrat bien en bonne et due forme. Et avant, par exemple, les ESOP, quand ils font le riz, c'est sur le marché de consommation directe en même temps. Mais aujourd'hui, ils ont cette possibilité de traiter avec la BB pour livrer le riz. Donc, c'est pour compléter ce que le collègue Anatoly vient de dire, pour dire comme quoi ce projet de cette étude est vraiment la bienvenue pour nous aider aussi à l'agriculture, de pouvoir classer les entreprises que nous appuyons, soit entreprises sociales ou entreprises inclusives. Voilà l'appui que je voudrais amener. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup, M. Go. M. Nestor, oui. Une hypothèse de réponse, allez, vous avez la parole. Oui, ok, merci. C'est pour aller dans le sens de M. Anatoly Kokou Prosper, pour lui dire que oui, c'est une entreprise inclusive. Voilà, c'est toute une chaîne qui fait de l'inclusion des producteurs. Et voilà, et qui fait à la fois, vous savez, inclusion beaucoup en tant qu'actionnaire, voilà, en tant que producteur et en tant que participant à l'entreprise. Donc ça, vous êtes sur la bonne voie. C'est pour préciser à M. Anatoly que on peut le classer dans la catégorie d'entreprise inclusive. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon avec M. Anatoly. Oui, c'est bon, Monsieur le Président. D'accord, nous sommes sur la bonne voie avec le modèle Oui, ESOP. c'est bon, Monsieur le Président. D'accord. Que nous souhaiterons vraiment découvrir en détail à une prochaine occasion. Merci. On revient à M. Peta qui lève le doigt une fois encore. M. Peta, votre question, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Merci aussi à monsieur Anati et l'autre qui, qui nous ont permis aussi de mieux comprendre. Maintenant, ma question est au niveau de la loi, du projet de loi qui doit incessamment régir les entreprises inclusives et sociales très bientôt. Puisque M. Nestor nous a fait cas plusieurs fois déjà, j'aimerais savoir à quel niveau se trouve actuellement le projet de loi qui va être soumis très bientôt pour l'adoption. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Kuta. Monsieur Nestor, c'est vrai que... Bon, Monsieur Kola, tu veux répondre ou bien tu me laisses répondre? Je te laisse répondre, parce que bon, c'est vrai, je peux répondre, mais je te laisse répondre, et après je peux compléter si nécessaire. Ok. Alors, cette loi, voilà, je vais répondre de façon très, voilà, pour pouvoir aller dans les détails, parce que je voulais aborder le sujet, mais la question est bien. Au fait, cette loi va aborder des aspects ci-après. Une confirmation des définitions d'entreprise sociale et inclusive, ce qu'on a dit, on vient de dire tout à l'heure, et des aspects bien concrets. Les marchés publics, comment les entreprises sociales et inclusives vont avoir accès. La fiscalité, quelles sont les fiscalités, quelle est la spécificité de fiscalité à appliquer à ces entreprises. Les mécanismes d'investissement, c'est-à-dire la possibilité que les financeurs pourraient mettre à la disposition de ces entreprises pour pouvoir leur permettre d'investir. C'est-à-dire que pouvoir permettre aux entreprises d'avoir accès au financement, parce que aujourd'hui, les banques sont très réticentes. Vous savez, pour le moment, elles ne comprennent pas, la grande partie des banques, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle l'entreprise sociale et inclusive. Les banques, elles, c'est que vous êtes des entreprises, est-ce que vous faites des revenus? Oui ou non? Bah, si oui, c'est bon. Apportez les preuves des revenus que vous faites. Chiffre d'affaires, vos clientèles, votre couverture géographique. Bon, et voir tout ça avant de vous faire le crédit ou de vous financer. Si jamais vous parlez de lucrativité limitée, oulala, ça, il ne veut pas sentir ça les banquiers, on est d'accord, hein? Parce que si vous parlez de lucrativité limitée, ça ne fait pas leur affaire. Ça ne fait pas leur affaire parce qu'ils considèrent que, bon, si vous avez une lucrativité limitée, alors que c'est possible que vous ne soyez pas, ça va. Donc, elles n'ont pas de portefeuille, hein, pour le moment, vraiment de portefeuille bien précis pour les entreprises sociales. Donc, nous allons prévoir dans la loi les possibilités à ce que les banques ou bien les microfinances pourraient pouvoir avoir des portefeuilles à ce type d'entreprise. Parce que c'est très important de permettre à ces entreprises d'avoir accès au financement. Mais c'est vrai que les banques ont raison parce qu'elles n'ont pas de garantie. Il faut de garantie parce qu'ils n'ont pas de garantie. Donc là, en ce moment, éventuellement, l'État pourrait intervenir. Par exemple, si on a un fonds de garantie, si on a le FAEJ, bon, on pourra voir avec le FAEJ s'il y a une partie de ce fonds qui peut constituer un petit fonds de garantie pour permettre aux vraies entreprises sociales d'avoir accès au financement auprès des banques, par exemple. Si on a une entreprise sociale qui a un modèle d'affaires qui est bien, qui a une certaine expérience, qui est crédible, vous voyez l'État pourrait éventuellement porter garantie d'un certain nombre de pourcentages des financements que la banque va lui octroyer, vous voyez. Et là, les banques seront de plus en plus partantes. Aujourd'hui, c'est le vide dans le secteur. C'est totalement le vide. Donc, les banques, elles ont raison, elles n'ont pas un portefeuille clair. Donc, il faut que cette loi est très importante pour les entreprises sociales et inclusives. Il faut que cette loi apporte des réponses sur les possibilités de mécanismes d'accès au financement. Il faut que cette loi donne des garanties aux investisseurs, que ce soit interne ou international, pour permettre aux investisseurs de pouvoir investir dans le secteur. Vous voyez? Donc, pour leur donner, par exemple, un cadre de garantie.
pour leur donner une clarté sur le fonctionnement de ces entreprises. Voilà, pour leur donner des clartés sur des mécanismes, possibilités, des opportunités que l'État met à la disposition éventuellement de ces entreprises, c'est-à-dire les marchés privés et marchés publics. Vous voyez, sur les flexibilités en matière de fiscalité, par exemple, on pourrait voir comment est-ce que on peut faire des repos d'impôts, des reports d'impôts, par exemple, sur les entreprises sociales. On peut voir comment est-ce que on peut leur appliquer une fiscalité plus juste. Vous voyez, on peut voir, voilà, en matière de fiscalité, il va falloir regarder, on ne peut pas soumettre. À mon avis, ce n'est pas admissible de soumettre ces entreprises sociales, des vraies bien sûr, hein, au même régime fiscal que les entreprises classiques. Parce que les revenus après, les entreprises classiques se partagent entre eux et ils n'ont pas l'obligation d'investir dans une mission sociale ou environnementale, alors que les entreprises sociales d'investir sont tenues de le faire. Donc, il faut une fiscalité plus juste. Donc, cette loi va aborder ces questions, ces questions fondamentales, à savoir le marché public, à savoir fiscalité, à savoir investissement, à savoir sécurité juridique pour les investisseurs. C'est très important. Ce n'est pas une loi qui va se contenter à faire une définition. Non, c'est une loi. Et je vous précise que ça sera une première des lois qui va aborder toute cette question parce que lors de nos études, j'étais chargé de toutes les questions juridiques, que ce soit les pays anglophones, le common law, ou que ce soit les pays à tradition romano-germanique, c'est-à-dire, bon, voilà. Donc, j'ai regardé et j'ai vu, en toute honnêteté, les lois qu'il y en a, sauf quelques pays anglophones qui ont des éléments que j'ai cités, mais je vous dis que si le Togo a cette loi, moi je parie, hein, je pense qu'il sera le premier à avoir une loi de telle envergure pour les entreprises sociales que rivaliser, par exemple, avec l'Afrique du Sud en matière de la loi, parce que les Sud-Africains ont une loi similaire qui sont dans les procédures. Puisque c'est un État quasi-fédéral, les procédures législatives ne sont pas les mêmes comme les États unitaires. Donc, c'est un peu long, c'est plus compliqué. Donc, ils n'ont pas encore adopté cette loi. Mais le Togo, par exemple, dans les pays francophones et autres, sera un premier, à mon avis, qui aura une loi qui prend en compte des vrais aspects, les vrais besoins de ces entreprises, c'est-à-dire la marché public, la fiscalité, les investissements, la sécurité juridique pour les investisseurs. Toutes les lois que j'ai épluchées tout à l'heure, en tout cas dans le cadre de notre étude sur les 16 pays, n'ont pas ça. Ils n'ont pas ces éléments. Moi, j'ai vu que ce n'est pas adapté à ces entreprises pour avoir fait des travaux d'expertise sur le terrain et autres. Donc, nous travaillons sur ce que le Togo a une loi exemplaire, une loi de référence, et qui, à mon avis, sur laquelle elle va se targuer en se disant, moi, je suis le hub. Et si on dit, vous êtes le hub, il va falloir faire sortir les pièces. Nous, les juristes, par exemple, c'est des pièces. Si on va défendre un dossier, soit vous avez des pièces, soit vous n'avez pas de pièces. Et si vous n'avez pas de pièces, il ne faut pas aller plaider. Si vous avez des pièces, voilà quoi. Donc, si on veut dire que on est hub, il va falloir qu'on ait les outils. On ne peut pas aller au front sans des vraies armes, sinon on va tirer sur nous. Et ça, c'est pas bon. Donc, ça, c'est pour donner une réponse sur un panorama du contenu de la loi pour M. Peta. Alors, mais où se trouve la loi? Pour le moment, nous sommes sur deux fronts. Le premier, c'est qu'on pense travailler sur un projet de préambule qu'on va partager à tout le monde pour pouvoir avoir éventuellement le retour et les idées de chacun. Et ensuite, on va aller dans les détails. Mais je sais qu'on traîne un peu parce que cette loi, les entreprises ont vraiment besoin de ça. Et là, on cherche des financements. Je pense qu'il y a des partenaires techniques et financiers qui sont avec nous ici. S'ils sont avec nous, je pense que ça serait un bon investissement de ne pas hésiter à financer cette loi. Je pense que financer cette loi, je pense que ça serait un bien colossal pour les entreprises sociales parce que ça va leur permettre tout simplement de respirer, de fonctionner normalement et d'être fiers d'être entreprises sociales parce qu'elles font un travail, à mon avis, informel qui est colossal. Donc, où en est cette loi?
nous sommes en train de penser, nous sommes en train de réaliser le préambule, le projet de préambule, donc je pèse bien mes mots, hein, voilà, parce qu'en matière de loi, bon voilà quoi, c'est pas simple. Donc, projet de préambule, on va partager avec tout le monde, avec toutes les institutions après, pour pouvoir avoir éventuellement leur retour, pour pouvoir, et pour que ça soit un préambule, et après, au plus tard, à partir de janvier 2021, la rédaction de la loi proprement dite, avec des côtés bien précis en matière d'expertise, vont commencer. Et si tout va bien, éventuellement, on pourra avoir cette loi en 2021, et c'est ce que je souhaite. Donc, pour le moment, nous sommes en train de travailler sur le préambule, et nous sommes de l'autre côté, le second fond, nous sommes en train de voir avec les bailleurs s'ils peuvent prendre en compte une partie, et que le Togo devait prendre une partie, parce que vous savez très bien que la loi relève de la souveraineté de l'État. Pour moi, c'est très important, et que l'État ne pourra pas avoir seulement l'idée à ce que les partenaires techniques financiers vont tout financer. Non, il va falloir qu'on se débarrasse de ça. On va faire nos propres trucs, on sera plus fiers, je pense. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une démarche où on prend nous-mêmes en charge une partie, et que les bailleurs vont financer. Parce que souvent, avec mon expérience, j'ai constaté que lorsqu'on demande aux bailleurs de tout financer, ils craignent, ils ne font pas vite. Et après, des fois, si tout finance tout, vous êtes soumis à leur procédure. Et après, bon, voilà quoi. Je sais ce qu'ils mettent dans la procédure, je ne vais pas donner les détails ici. Alors que si vous proposez une partie, et c'est toujours, ça relève de la souveraineté, vous avez ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin. Et voilà. Donc, on travaille dans ce sens. C'est-à-dire qu'on veut le Togo prendre en charge une partie, et on va chercher les bailleurs. On est en train de chercher des bailleurs d'ailleurs qui vont aussi prendre en charge. On va trouver quelques-uns. Voilà. Ce n'est pas encore fini. S'il y a d'autres bailleurs qui sont ici, comme il y a l'OIF, tout ça, je ne sais pas, il y a d'autres. S'ils nous appuient dans la réalisation de la loi, ça serait un bon investissement. Je vous remercie. Je ne sais pas si j'étais un peu long sur la question, parce que c'est une question très importante à mon avis. Et bon, pour ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à monsieur Pétard. Oui, bien sûr, et dans les détails même. Merci beaucoup. Okay. D'accord, merci beaucoup, M. Pétard, M. Nestor, pour la réponse. Un petit clin d'œil à Mme Maïmam qui est en ligne, qui est de la francophonie, pour l'appui. Madame, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Monsieur Nestor a fait un clin d'œil à la francophonie par rapport à la rédaction, à l'appui technique pour la rédaction de la loi. Et je souhaitais également vous faire un clin d'œil pour ça. Je sais que vous êtes beaucoup intéressé par la thématique, et au mois venu, vous serez un de nos ambassadrices au niveau de la francophonie. Merci beaucoup pour votre présence. On continue avec les questions. Merci, madame. Ok. Je pensais qu'elle veut prendre la parole. Elle veut prendre la parole, mais madame. Oui, madame, allez-y. Bon, oui, madame, allez-y. Quand même, il faut dire quelque chose. Je sais que madame Maïmouna, elle est intéressée beaucoup par la thématique. Et je pense qu'elle a quelque chose à nous dire quand même. Madame, vous avez la parole. Toutes mes excuses pour... vous avez la parole, madame. Je sais que vous êtes intéressée, personnellement, je sais que vous êtes intéressée par la thématique. Donc, je souhaitais vraiment que vous partagiez quelque chose avec nous. Merci beaucoup d'avance. Bonjour, je vous remercie. Je pense que la dernière fois, vous avez eu avec vous mon collègue Agoussou. On est très intéressé effectivement par la thématique. Donc, la raison pour laquelle on est avec vous cet après-midi. Et au moment opportun, on reviendra vers vous pour cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. On continue avec les questions. Les 6, je vois M. Terao qui réagit. Bon, mais il s'est retraité. Posez les questions. Cela permet à vos institutions. Ah, M. Terao qui lève le doigt. On prend M. Terao et après M. Tono. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kola. Et merci à M. Nestor, puisque la dernière fois, j'étais avec vous. Ah oui. Et à ce jour, nous avons beaucoup de lumière sur les différents concepts. OK. Vivement donc que le rapport sur la structuration soit disponible et qu'il s'ensuive la rédaction de la loi qui organise et promeut l'entrepreneuriat social chez nous. Okay.
Et maintenant, dans la logique du Togo, de faire du Togo l'Europe de l'entrepreneuriat social, je ne sais pas, j'ai deux petites questions. Quelle place sera faite aux entreprises purement classiques? Et dans la seconde, quel fonctionnement synergique entre ces entreprises purement classiques avec les autres types d'entreprises, à savoir celles sociales et inclusives, pour un meilleur essor économique national? Merci beaucoup. OK. Monsieur Nestor. Oui. Est-ce que je peux répondre à la question? Oui, tout à fait, monsieur Nestor, vous pouvez répondre. Bon, au fait, dans le code d'investissement, ce qu'on va prévoir, c'est qu'on va voir avec le gouvernement pour prendre des actes réglementaires complémentaires. C'est-à-dire pour pouvoir assurer la chaîne. C'est-à-dire que les entreprises classiques seront toujours dans leur rôle. Elles sont importantes, elles participent à la communication, à l'économie, elles participent pour le PIB, elles participent à la création de l'emploi. Elles sont importantes et sont à ne pas être négligées. Et leur place sera toujours gardée, et c'est que leur place sera, voilà. Mais il y aura une synergie entre, donc je réponds en même temps aux deux questions en fait, parce que les deux questions sont liées. Il y aura une synergie. Un exemple concret, c'est qu'on va prévoir à ce que une entreprise, une grande entreprise ou une entreprise qui est classique, qui a un marché, on pourra prévoir au niveau des marchés publics à cette entreprise d'engager une entreprise sociale sur l'une de ses actions et que, en contrepartie, on pourrait voir, parce que j'ai vu dans certaines lois, dans certains pays, par exemple le Sénégal, on fait la synergie entre l'entreprise sociale et l'entreprise classique en permettant, lorsque les entreprises classiques ont un marché, il y a un pourcentage de ce marché que les entreprises classiques sont tenues de donner aux entreprises sociales. Vous voyez? Dans le marché. Et en retour, c'est que on pourra voir, on diminue un peu l'impôt pour les entreprises classiques, on leur fait un report d'impôt, voilà, on fait les allègements d'avoir intégré les entreprises sociales. Donc, pour moi, j'ai vu, par exemple, dans la loi au niveau du coût des investissements et du coût des marchés publics, voilà, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, cette possibilité de synergie entre entreprises sociales et entreprises classiques. Voilà, donc là, nous, on va prévoir dans cette loi ces éléments et on va voir avec notre code de marché public actuel et fiscalité, comment prendre des actes réglementaires complémentaires pour pouvoir rajouter ces possibilités et établir la synergie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est bon. Merci, monsieur Nestor. Okay. C'est parfait. OK. Je vous remercie. Merci beaucoup. On continue notre série de questions. Une autre question. Monsieur Tounou avait levé la main. Bien. Voilà, monsieur Tounou, vous avez la parole. D'accord. Et je vais commencer par avoir un début de réponse à ma question à travers la question qui vient d'être posée. Mais quand même, je vais poser la question. Peut-être j'aurai des informations complémentaires là-dessus. Et je voulais savoir en fait quels sont les intérêts que peuvent revêtir les entreprises sociales pour un pays afin qu'on puisse décider faire plus de promotion des entreprises sociales au-delà des aspects de solidarité et de l'inclusion des populations à faible revenu. Quels peuvent être les grands intérêts pour l'économie d'un pays afin que l'on puisse opter pour la promotion des entreprises sociales? OK. Je vais répondre. Monsieur Kola, est-ce que je peux répondre à la question? Est-ce qu'il me reçoit, monsieur Kola? Tu peux répondre à la question, Nestor. Tu peux aller. Bon, aujourd'hui,
on a de sérieux problèmes dans nos pays et partout même d'ailleurs. En fait, pour faire une petite parenthèse, bon, après, je pense que la différence entre l'Europe et l'Afrique, c'est qu'en Europe, on a beaucoup d'outils disponibles au grand nombre et qu'en Afrique, on ne l'a pas. Je pense que peut-être qu'on va faire un travail de fond après, peut-être avec nos aînés, les générations futures, tout le monde, pour pouvoir être conscient de ce besoin, pour pouvoir se doter des outils pour que le grand nombre de personnes en bénéficient. Je pense que la grande différence entre les deux mondes, c'est ça. À mon avis, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable, quelque chose qu'on peut surmonter une fois qu'on a décidé d'aller de l'avant. Parce que seulement les gens ont beaucoup d'outils ici, contrairement à chez nous. C'est la différence à mon avis. En tout cas, après quelques années que je suis resté en Europe, je pense que c'est parce qu'on n'a pas beaucoup d'outils. Sinon, on peut aller beaucoup de l'avant et je pense qu'on peut aller de l'avant, on peut même dépasser les gens. Et c'est parce qu'on n'y croit pas, parce qu'on nous fait croire comme si on ne peut pas. C'est parce qu'on a, il faut qu'on se débarrasse des complexes. On a beaucoup. Je ne fais pas de classement des races, hein, mais on a beaucoup d'atouts hein, en tant qu'Africains pour pouvoir aller de l'avant. Je pense que c'est un problème psychologique et je pense que on doit être, voilà, on doit être fier et qu'on doit avancer. Bon, pour répondre à la question, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, on a un problème. Le problème, c'est quoi? Bah, c'est l'emploi des jeunes. Tout État est confronté à ça. Donc, je reviens, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit partout, il y a un problème d'emploi des jeunes. Il ne faut pas qu'on vous fasse croire que l'emploi des jeunes, le problème, c'est seulement en Afrique, c'est archi faux. Partout. Donc, aujourd'hui, on constate que avec l'entrepreneuriat social et le concept, on a ce qu'on appelle les startups. On a vu que les jeunes sont conscients et disent qu'il va falloir que nous-mêmes, on crée des choses innovantes, intéressantes et originales. C'est ça les startups. Donc, premier intérêt pour un État, de vraiment s'engager à fond dans cette affaire, c'est de régler le problème de l'emploi des jeunes. Oui, pour leur mettre à la disposition à ces jeunes des outils aux startups, par exemple. Si on parle de startup, on parle des trucs, c'est pas vraiment régulé. Si on parle de marché public, on parle de 25%. Si je prends les marchés publics ou si je prends une entreprise, je vais lui demander, à la fin de l'année, tu as bénéficié de combien de pourcentage? Je suis sûr qu'il ne peut pas me dire. Si je vais au niveau des directions générales des marchés publics, si je leur demande, comment est-ce que vous faites la répartition de ces 25%? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez un mécanisme clair pour la répartition? Pour moi, parce que j'ai épluché tous les codes, codes généraux des impôts, bon, après, c'est un travail terrible, mais je vois qu'il n'y a pas clairement comment est-ce qu'on va répartir ces pourcentages. Donc, bon, ça, c'est un travail après, il faut faire en amont. Mais l'État a intérêt d'accompagner l'initiative des jeunes, les startups, les jeunes entreprises, avec des cadres juridiques et des outils, avec autres outils, pas seulement juridiques, mais autres outils adaptés au fonctionnement et au dynamisme de ces entreprises. Donc, premier intérêt, c'est de régler le problème d'emploi, de promouvoir le secteur. C'est très important pour l'État, cette affaire de problème d'emploi. Et je sais, ça fait partie des piliers de politique de l'État pour pouvoir régler le problème de l'emploi. Ça, c'est le premier intérêt pour un État de s'intéresser à ce secteur. Le second, c'est de donner une visibilité à ce secteur. Parce qu'aujourd'hui, tous les États, la plupart des États ont avancé sur cette question. Et sur le plan international, si un État n'a pas une visibilité claire sur des nouvelles questions, sur des nouvelles thématiques qui sont utiles, on ne peut pas dire qu'on est hors de l'entrepreneuriat social. C'est que sur le plan régional, sur le plan international, il faut qu'on donne un rayonnement clair, au fait. Il faut qu'on donne une visibilité claire et l'État a intérêt d'avoir
voilà, en fait, un reflet intéressant en la matière parce que s'il a un bon reflet, il y a les investisseurs. S'il n'y a pas les investisseurs, bah, ce n'est pas intéressant. Donc, second intérêt, c'est qu'il nous faut des investisseurs. Et pour avoir des investisseurs, il faut leur donner des outils. Et pour leur donner des outils, bah, il faut la présence plus ou moins de l'État parce que le secteur privé, vous savez, le principe de séparation de pouvoir, en réalité, voilà, l'État intervient, mais en réalité, l'État ne peut pas monopoliser voilà, le secteur privé, quelle que soit la nature. L'État intervient tout simplement parce qu'un secteur privé qui a un modèle d'affaires spécifique, qui accompagne la mise en œuvre des politiques publiques, c'est de bon droit que l'État soit présent, mais voilà, en faisant la part des choses. Donc, pour ça, l'État donne des garanties aux investisseurs et on a des investissements. Donc, ça, c'est le second intérêt. Le deuxième intérêt, bah, pour l'État, bah, de ne pas lésiner sur les moyens et de faire tout, et de faire beaucoup de travailler dans ce sens pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est les deux ou trois intérêts voilà, colossaux, à mon avis, qui est dans l'intérêt de l'État d'aller dans ce sens. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, vous avez répondu à la question. Et bon, juste un petit complément. Et j'aimerais savoir, en ce sens, étant donné que les entreprises sociales sont à lucrativité plus ou moins limitée, quels sont les premiers acteurs intéressés par le domaine? OK. Quels sont les premiers acteurs intéressés par les autorités? C'est-à-dire les acteurs intéressés à investir, à financer ou à faire quoi? Quel acteur plus précisément? Justement, à financer ces genres d'entreprises. Je ne vous reçois pas. Vous pouvez les premiers acteurs qui dans le domaine. Ah, qui sont eux-mêmes dans le domaine. Oui. Pas ça même pour le... Ou bien vous voulez des exemples d'entreprises sociales ou bien des acteurs. Vous voulez des exemples d'entreprises sociales ou bien des acteurs oui, dis... Oui. Peut-être qu'il veut parler des premiers acteurs concernés par la thématique. Ah, oui, voilà. Et si vous voulez, vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises sociales aussi. Ok, bon, pour les acteurs, bah, nous avons, par exemple, je vais commencer par le général pour aller au particulier. Le général, c'est que nous avons les accords de l'écosystème. Par exemple, nous avons les incubateurs. Voilà, exemple d'incubateur, bah, nous avons Innovop, nous avons Nialab, nous avons APES. Je passe sous le contrôle de Kola. Monsieur Kola, APES, n'est-ce pas? APES, c'est un incubateur. Allô, monsieur Kola? Bon, c'est pas grave. Il y a APES, il y a Africa Coworkers, oui, je pense. Et ça, c'est les incubateurs. Les incubateurs, leur rôle, c'est que ce sont des entreprises aussi qui accompagnent qui accompagnent les entreprises sociales. En réalité, les entreprises sociales ont plusieurs stades de développement. Vous voyez, il y a le stade d'amorçage, le lancement, maturité, croissance, voilà. Tous ces stades, il y a des conditionnalités. Et en réalité, les incubateurs accompagnent les entreprises sur ce chemin. Et les forment, les mettent en contact avec les financeurs, ainsi de suite. Donc, nous avons les incubateurs comme acteurs importants. Ensuite, nous avons les acteurs publics. S'il y a un ministère de l'entreprise sociale, au Togo, nous avons le ministère du développement à la base, le ministère de l'économie numérique. À mon avis, ce sont deux ministères qui sont importants et qui peuvent jouer un rôle important en la matière. Nous avons le CERES qui joue un rôle très important et qui est au centre, à mon avis, de l'entrepreneuriat social inclusif. En matière par rapport à son caractère mixte en tant que organe parapublic. Après, nous avons
comme acteurs les financeurs. Nous avons les financeurs, nous avons par exemple les banques et les systèmes financiers décentralisés. Donc, nous avons les banques. Bon, les banques, je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup qui ne comprennent pas vraiment la chose. Pour le moment, on va faire un travail sur ça. Et ensuite, nous avons une banque, Ecobank Eti, qui comprend un peu et qui comprend le domaine et qui est intéressé par la thématique. Et je passe sous le contrôle de M. Kola parce qu'il travaille avec Ecobank Eti. Donc, aussi comme autre acteur, nous avons les partenaires techniques et financiers. Bon, nous avons l'OIF qui a déjà fait plus d'un pas, plus d'un pas en la matière, c'est-à-dire ils ont un pas, déjà ils sont là, c'est intéressant, ils sont intéressés par la thématique. Je pense qu'ils seront de plein pied lorsqu'ils vont nous appuyer très bientôt. Et très bientôt, bon, on va faire la loi et j'espère qu'ils seront prêts à nous accompagner le plus tôt possible. Voilà, donc nous avons l'ambassade des États-Unis. Je parle sous le contrôle de M. Kola aussi, et qui sont des acteurs. Donc, voilà en gros. Après, nous avons les acteurs internationaux, hein, comme l'Agence française de développement, qui est un partenaire aussi. Nous avons le mouvement des entrepreneurs sociaux en France. Et ça, c'est technique. Et bon, voilà. Donc, ça, ce sont les acteurs de l'écosystème. Si je prends au niveau du secteur même, bon, nous avons des acteurs intéressants au Togo. Hein. Par exemple, je prends l'ONG Rafia, à la FIA plutôt, voilà, excusez-moi, à la FIA qui est une entreprise sociale et pas la moindre. Si je prends un autre exemple, c'est l'entreprise Jeep. C'est une entreprise qui a été créée récemment pour la transformation des sachets usagés en granulés. Et c'est une entreprise en principe normal qui fait de l'inclusion. C'est vrai que c'est une entreprise qui a été créée suite à un travail que UNG avait fait. Donc ça, c'est un exemple aussi d'entreprise inclusive. Nous avons d'autres entreprises comme, je vais vous donner un autre exemple précis, entreprise sociale, l'ONG STAD, qui en réalité engage les femmes, fait des collectes des sachets usagés et c'est son second, son bras industriel, c'est-à-dire le Jeep qui transforme. Donc, c'est une ONG qui engage d'abord pour collecter. Voilà. Ensuite, nous avons l'entreprise sociale AWEP, Future of Africa Cooperative, qui est spécialisée dans la production de pommades anti-moustiques à base de beurre de qualité et d'huile essentielle citrulline. Vous savez que, bon, ça c'est le secteur de la santé, hein, et que, bon, les entreprises sociales sont présentes. Et voilà. Après, bon, nous avons une entreprise comme Organisation pour la promotion de l'agroécologie solidaire, c'est OPAS. Voilà, nous avons les entreprises comme Dokita IS, c'est un start-up, c'est digital, qui permet, qui favorise en tout cas aux mères et aux enfants d'avoir accès aux services de santé. Voilà, quelques exemples. Autre entreprise, exemple d'entreprise inclusive, bah, vous serez étonné, mais je vais vous citer Togocel, Move Togo, qui sont des entreprises inclusives parce qu'elles proposent des produits adaptés au pouvoir d'achat des populations qui n'ont pas de revenus très grands. Donc, ils font de l'inclusion de ces populations sous forme de clients et sous forme d'employés parce qu'ils emploient aussi des personnes qui n'ont pas, qui trouvent le travail. Ils emploient des personnes pas sur la base de très grandes exigences, mais ils emploient quand même des personnes. Donc, voilà, voici quelques exemples. Un autre exemple, par exemple, dans le secteur de l'élevage, il y a l'entreprise Partnegos, spécialisée dans le reconditionnement et vente de soja et dans la production et vente de maïs, de l'anacarde et du gingembre.
Voilà, donc, bon, il y a quelques exemples. Voilà. En tout cas, dans nos rapports, vous trouverez des exemples par rapport. Après, il y a, par exemple, au niveau du secteur financier, il y a des entreprises que nous considérons comme entreprises inclusives. Ce sont des entreprises du secteur du système financier décentralisé. Et, par exemple, les microfinances qui mettent à la disposition des entreprises sociales et des financements. Et, voilà. Mais voilà, les banques en elles-mêmes ne sont pas encore totalement engagées sur le sujet, sauf EcoBanketti qui aussi est présent dans le secteur bancaire et qui a des faisceaux d'indices, si vous voulez, propose des faisceaux d'indices dans ce sens. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair sur les réponses. Merci. Merci, M. Nestor, pour les réponses. Je rappelle que, bon, il y en a, au regard des définitions que vous nous avez données par rapport à l'entrepreneuriat social inclusif, je pense que beaucoup de ceux s'y reconnaissent. On le fait déjà, beaucoup le font déjà, mais c'est parce que ne connaissant pas le concept et son contenu, on ne savait pas aussi comment se positionner. OK. Donc, le document, la cartographie sera partagée avec les participants et je pense qu'ils pourront avoir des réponses plus détaillées par rapport aux exemples. Merci beaucoup, M. Nestor. OK. On continue, on prend encore une dernière vague de questions. Il est 16h34. Nous sommes à quelques minutes de la fin. Monsieur le modérateur, s'il vous plaît. Oui, vous avez la parole. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Par rapport aux entreprises classiques, je crois que ces entreprises peuvent aussi avoir leur place. Et si nous prenons par exemple une entreprise qui veut diversifier ses activités, je donne un exemple terre à terre, hein, une entreprise classique qui est là et qui a comme activité principale la fabrication de bics. Donc, comme nous le savons, une entreprise classique, c'est pour réaliser du profit. Donc, si cette entreprise décide de diversifier ses activités, par exemple, et que cette entreprise veut fabriquer, par exemple, des gommes, on peut supposer que cette activité-là sera une activité qui sera un volet social. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre par rapport à ma contribution. Bon, je ne sais pas, c'est à M. Nelson de voir comment il peut exploiter cet aspect aussi. OK. C'est clair, je ne sais pas si ce n'est pas clair, je peux encore répondre. Non, moi, oui, ça va. C'est clair? Parce oui, que nous avons plusieurs entreprises qui évoluent dans le secteur. Par exemple, ce sont des entreprises classiques qui ont pour activité principale une production d'un bien et satisfaire le besoin de la population et réaliser un profit. Maintenant, si cette même entreprise décide de diversifier ses activités, ça veut dire que ce n'est pas encore là, ce n'est pas toujours la production de même bien. C'est-à-dire qu'il faut produire maintenant un autre bien. Maintenant, cette production de biens-là peut prendre, c'est-à-dire qu'on peut les amener à prendre le volet social de ce que nous sommes en train de... Je ne sais pas si ça va un peu. C'est bon? Oui, moi... C'est à exploiter, quoi. Oui. Et puis, l'autre chose, c'est que quels sont peut-être les outils que nous pouvons vraiment disposer pour suivre de près ces entreprises sociales. Je ne sais pas si vous pensez également à ça. Oui. Merci. OK. Est-ce que M. Kola peut prendre la parole? Oui, vous avez la parole après M. Rodrigue de la Nouveauté. OK. Alors, pour l'exemple de diversification, oui, pour diversifier l'activité d'une entreprise, ça, c'est pas un problème. Mais pour qu'on le qualifie d'entreprise, si c'est une entreprise classique, bien sûr, je pars sur l'exemple de M. Barnabas, si elle veut diversifier ses activités, elle peut le faire, ça c'est clair. Mais on peut l'appeler entreprise inclusive lorsque les conditions et les critères allant dans ce sens sont remplis et réunis. Et s'il peut diversifier comme il veut, mais il faut que cette diversification, il faut que le modèle d'affaires, plus de
voilà, plus de modèles d'affaires, la majorité de modèles d'affaires, il faut que ce soit dirigé vers une clientèle spécifique et que ce soit adapté aux besoins de cette clientèle. Il faut que, à partir de ce modèle d'affaires, cette clientèle soit inclue au minimum sous forme de clients ou sous forme d'employés. Bon, c'est un exemple. Bon, c'est pas évident sous forme d'employés, mais peut-être sous forme de clients, vous voyez. Et voilà. Donc, si c'est ça, là, on peut les qualifier, bon, lorsque ils vont diversifier leur activité, on peut les qualifier d'entreprises inclusives. Et le fait qu'ils diversifient l'activité ne suffit pas en elle-même tout de suite. Il faut que ces critères soient remplis. Donc, ça, c'est le premier. Le second, pour suivre, oui, c'est une question intéressante parce que on a proposé de faire une cartographie en général. En réalité, dans la cartographie, on va prévoir des mécanismes de suivi de ces entreprises. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va savoir combien d'entreprises sociales et inclusives se trouvent dans nos régions exactement. C'est-à-dire qu'on va disposer d'un organe qui, en tout cas, une base de données, une banque de données ou une base de données où on va enregistrer les entreprises. Ce n'est pas un second CFE, mais c'est un organe comme le CRS, par exemple, qui va travailler en bonne intelligence avec le CFE. Et le CFE fait l'enregistrement, oui, mais par exemple, pour suivre les choses sur le terrain, ça peut être par exemple le CRS qui suit l'évolution de ces entreprises, vous voyez, et voir comment est-ce qu'elles évoluent, est-ce qu'elles ont des difficultés, ainsi de suite. Et dans la cartographie, parce que la cartographie que nous sommes en train de faire est subdivisée en plusieurs phases. On vient de faire une petite phase, c'est la structuration. La seconde phase, c'est que nous allons faire une visualisation sur les entreprises. Vous permettez l'expression. Pour savoir est-ce que, si on prend la carte du Togo, on va digitaliser aussi parce que c'est ce qu'on a prévu. On va digitaliser. Si vous allez sur le site de CRS, par exemple, vous allez avoir les cartes par région. Vous allez avoir, par exemple, si un secteur d'activité, vous cliquez dessus, vous avez les entreprises dans ce secteur, vous voyez. Et sur la carte du Togo, vous allez voir comment est-ce que les entreprises sont réparties. Vous voyez. Et aussi, vous allez voir une base de données éventuellement, des entreprises et les critères. Et éventuellement, on pourra réfléchir pour voir si il faut classer ou déclasser une entreprise qui était entreprise sociale, qui a migré ou pas. Donc, ça, c'est dans la cartographie. La cartographie n'est pas encore faite. Et ça fait partie des outils pour être hub. Ce n'est pas si simple pour être hub. Donc, il faut tous ces outils. Donc, il faut une cartographie en bonne et due forme. Bon, compte tenu de certaines circonstances particulières, nous ne sommes pas engagés dans la totalité de l'envergure d'une cartographie énorme. Hein. Et on a pris une petite partie pour faire une structuration parce que c'est un besoin pressant. Ensuite, on va faire cette activité à partir de octobre ou novembre. C'est ce qu'on a prévu. Bon, je parle sous le contrôle de M. Kola avec les procédures pour pouvoir faire la cartographie en bonne et due forme avec les éléments que je viens de citer. Parce que ces éléments sont importants pour clarifier vraiment le secteur. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Non, c'est parfait. C'est bon, c'est parfait. Merci. Voilà. Okay. D'accord, merci beaucoup. Mais je ne représente pas M. Barabas Nestor. Ah, c'est c'est Barabas. Je pense que la dernière fois, il a bien précisé ça. Barnabas, voilà. Barnabas. Ce n'est pas celui qu'on a préféré plus que Jésus, non. Barnabas. Oui. C'est bon. Merci, Cheikh, pour la précision. C'est très important. On continue. Arriver presque à la fin, mais je souhaite vous soumettre un petit exercice. C'est de vous demander humblement, c'est possible que vous présenter un à un par structure. C'est vrai que ces autres sont déjà présentés, mais c'est bon de faire l'exercice là pour voir un peu, avoir une idée sur les différents acteurs ou institutions présents à cet atelier. On peut commencer, s'il n'y a pas de questions vraiment, parce que nous avons fait un peu le tour. Cet atelier est également enregistré. Nous allons à la fin partager tous les outils avec vous.
L'ANVT aussi avait une question. Rapidement, on prend M. Rodrigue de l'ANVT. Excusez-moi, M. Bon, Rodrigue. oui, oui. Allez-y. Non, monsieur Kola, je pense que le communicateur a pris vraiment en compte ce que mon intervention, c'était pour voir si c'était le premier niveau de la cartographie. Donc, il a bien expliqué. Donc, on serait plus étayé avec le travail qui serait fait sur le terrain. Ma question, c'était juste par rapport aux associations. Par exemple, quand il avait pris l'exemple de l'ONG Stade, où on classe l'ONG au Stade aujourd'hui dans les entreprises sociales parce qu'ils ont un volet où ils disent, voilà, la transformation, ils recrutent voilà, les femmes et pauvres, voilà, et après, on y transforme. Est-ce que c'est juste ce volet-là qui fait de l'ONG Stade une entreprise sociale? C'était juste pour voir. OK. Bon, parce que une fois que cette activité ramène des revenus à l'entreprise, à l'ONG, et que ce n'est pas des subventions. En réalité, une ONG vit des subventions. Donc, on n'est pas interdit à une ONG de mobiliser les ressources, ce n'est pas ça. Mais en réalité, c'est essentiellement des subventions. On est d'accord? Par rapport à son statut juridique. Une fois que l'ONG s'engage dans une activité privée et que génère des revenus, en réalité, le Code général des impôts prévoit à ce que l'ONG sera taxée au prorata de cette activité. Vous comprenez? C'est-à-dire que on ne taxe pas, ils sont exonérés les ONG. Mais s'ils font une activité ponctuelle qui ramène des revenus et que cette activité est en conformité avec leur objet social, alors les ONG payent des impôts au prorata de cette activité, donc au prorata de l'acte de commerce qu'elle pose. Donc, en se référant à cette démarche, c'est que le fait de faire collecte des sachets usagés et voilà, après, ça va générer des revenus pour l'ONG. Donc, et ils incluent les femmes, ils font emploi pour les jeunes, même si ce n'est pas beaucoup, emploi pour les femmes, même si ce n'est pas très beaucoup, mais il faut quand même emploi. Donc, c'est une entreprise. On peut les classer en tant qu'entreprise sociale. Du moins, voilà, plus précisément, on peut les qualifier comme ça. Ensuite, ils ont un autre bras industriel. Ils ont un bras industriel qu'ils ont créé très récemment. On appelle ça GIP, G-I-P, qui s'occupe de la transformation de ces sachets usagés collectés et de la vente. Et ça, c'est une activité marchande. Mais qui emploie toujours les femmes, hein, qui fait de l'inclusion, donc c'est plus de 50% de l'activité. Ils ont une mission sociale et environnementale, c'est-à-dire qu'ils luttent contre la pollution, ils font, ainsi de suite. Donc, c'est une entreprise, Stade, ONG Stade, c'est une entreprise sociale, et après, leur bras industriel, ça, c'est une entreprise inclusive, vous voyez? Donc, bref, ça, c'est ma réponse. OK. Non, c'est bien étayé. Je pense qu'avec la cartographie et tout ça là qui serait fait et tout, on aura encore, on aura plus d'informations sur, comme le classement vraiment des différentes, qu'on soit une coopérative, une mutuelle, une association ou bien une fondation, on aura plus de détails sur comment classer les différentes, institutions ou bien associations que nous avons dans notre pays. Oui. Merci. Oui, pour vous permettre, pour 2 minutes, si vous voulez, je vais vous rajouter 2 choses sur mutuelle et sur coopérative. En réalité, pour les mutuelles, on les classe en tant qu'entreprise sociale parce qu'en réalité, sur la base de leur statut, ils ne sont pas destinés à faire un certain nombre de profits. Donc, ils ont les mutuelles, à la base, ont une lucrativité limitée ou nulle. Bon, si on prend une coopérative, en réalité, ce sont des entreprises, si vous voulez, normales. Mais bon, je pèse bien mes mots, ce sont des entreprises normales, spécifiques, si vous permettez l'expression. C'est que, bon, c'est pas, ils ont un statut particulier, quoi. Et on les classe, nous, dans les entreprises inclusives. On n'a pas trouvé autre chose. Parce que, par rapport à leur fonctionnement, ils ont des particularités, c'est vrai, mais ce sont des entreprises inclusives. Bon, tout juste pour vous donner une réponse sur. Et puis, vous aurez dans la
la structuration de ces détails. Vous allez voir là où on a tracé les coopératives et autres. Je vous remercie. Merci. Ouais. D'accord, merci beaucoup, monsieur Nestor. C'est la voiture commune, c'est la voiture que nous menons ensemble. N'hésitez pas à apporter vos contributions pour qu'on puisse améliorer. C'est un chemin que nous menons ensemble. Et pour la prochaine fois, nous sommes en train de penser à un atelier spécial avec l'autorité de régulation des marchés publics du Togo, dans un premier temps, pour qu'ils puissent nous reverser leur compréhension et l'attitude que l'AMP peut poser par rapport à cette thématique. Et nous allons également préparer un autre atelier avec un acteur du secteur bancaire togolais pour faire le même exercice avec nous. L'objectif, c'est de recueillir le point de vue de tout le monde. C'est ensemble que nous sommes en train de bâtir le chemin. Et pour la loi, c'est également nous permettre de ressortir une loi qui reflète un peu nos réalités sur le terrain. Avant de terminer, si vous me le permettez, je vais vous inviter à vous présenter rapidement. Il nous reste seulement quelques minutes. Ça ne va pas durer une dizaine de minutes. Je commence à ma gauche, un peu plus haut. Monsieur Ramanou, excusez-moi, je lis exactement ce que je vois sur YouTube. Donc, votre nom et prénom et l'institution de provenance, s'il vous plaît. Votre micro est coupé. Priez d'activer le micro et... Voilà, c'est bon maintenant. C'est bon. C'est activé. Voilà. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Emmanuel Maouli Ramanou. Voilà. Emmanuel du secteur privé. Vous pouvez écrire ça dans informatique. Ah, ça ce n'est pas toujours bon, c'est monsieur bon? Ramanou. C'est pas toujours bon. Reprenez, s'il vous plaît. Emmanuel Maouli Ramanou du secteur privé. Ah, d'accord, enchanté. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour l'accompagnement. Merci. Monsieur Rodrigue, c'est vrai qu'on se connaît, mais ça n'est pas suffisant. Ok, merci Kola, merci pour la facilitation et merci vraiment aux communicateurs, c'était clair et tout, et j'encourage vraiment l'initiative. Moi, c'est Rodrigue Tiangaï de l'Agence nationale du volontariat au Togo, donc je suis responsable suivi et évaluation à l'ANVT. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Sylvain Mawena, c'est votre tour. Et merci et je salue tout le monde. J'ai suivi avec attention le développement du thème qui est très intéressant. J'avais cette question à poser, mais les collègues m'ont devancé. Ça fait que je me suis tué finalement. J'ai suivi. Donc, je vous remercie vraiment pour le thème. Monsieur Kola, félicitations et je vous encourage vraiment à voler dans ce sens. Je suis Sylvain Mawena de l'Agence nationale pour l'emploi. Je suis le chef service analyse stratégique des données économiques et commerciales. Merci. Enchanté, merci beaucoup. Merci. Monsieur Diatouat. Voilà, c'est bon. Oui. Monsieur Diatouat Bima, gestionnaire des ressources humaines au ministère de l'Agriculture. Ah, d'accord, enchanté. Merci beaucoup pour votre présence. On a la parole à monsieur Pascal Tiziteme. Dans son bureau confortablement assis. Monsieur Pascal, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, monsieur Kola. Vraiment, félicitations pour cette initiative. Et merci également à monsieur Nestor, dont les explications sont souvent très claires et limpides. Et ça nous permet à nous de nous imprégner de ce qui va être fait dans notre pays. J'ai pris le trait en marche, toutes mes excuses, mais néanmoins, j'ai capté l'essentiel. Moi, je suis M. Pascal Kiltem, le chargé de mission du ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Merci beaucoup.
Enchanté, merci beaucoup, monsieur Pascal. Monsieur Terao? Oui, oui, merci. Moi, c'est Teraou Amoumagné Valère, chef de division information et documentation au Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle au ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Merci. Merci beaucoup, monsieur Terao. Je vois monsieur Sego qui est apparu. Ah oui, monsieur Sego, allez-y, vous avez la parole. Bonsoir, Président. Sego Komla Martin, administrateur civil au ministère de l'Agriculture. D'accord, enchanté. Merci pour votre présence. Je donne la parole à... Je lis exactement ce que je vois, monsieur Barnabas. Barnabas, ouais. Prière activer le micro, c'est coupé. C'est bon? C'est bon maintenant? Allô? Allô? Allô, le micro, c'est bon? Oui, on vous reçoit. Ah, d'accord, okay, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour le présentateur et également merci pour le modérateur qui a su donner les paroles au bon moment. Et je suis M. Kosidi Odaye de la primature. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup pour votre présence à cet atelier. On donne la parole à M. Anatovi Kokou. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, c'est Anatovi Kokou. Et je suis également au ministère de l'Agriculture. Je suis agronome. Merci beaucoup. D'accord, enchanté. Merci pour votre présence. Je vois là, c'est écrit Tengue. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci pour la présentation. Moi, je suis Tengue Amavi Akpedje de la Maison des coopératives du Togo, qui est là pour le développement des chaînes de valeur agricoles artisanales et qui représente beaucoup les coopératives du Togo. Merci. D'accord, merci beaucoup, madame, pour la présence. Je vois que Wara Liwa. Et bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci beaucoup à M. Nestor pour sa présentation. Tout a été beaucoup clair. Merci beaucoup à M. Baudouin pour le grand boulot qui est là-bas au niveau de la CNJ et puis au niveau du CRS. Moi, c'est Francis Ouaraliwa. Je viens de l'association APES Togo, acteur pour une économie solidaire au Togo. Donc, M. Nestor même a parlé de ça, qui agit sur le terrain comme un incubateur. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup, M. Ouaraliwa. Je lis toujours Justin dans nom. Justin, oui, bon, monsieur. Voilà, activez le micro et... Merci beaucoup pour l'information et pour l'initiative ô combien salutaire. Je réponds au nom de Justin Danon. Je suis à l'Agence nationale d'appui au développement à la base. D'accord. Merci beaucoup. C'est Anadeb? Anadeb. Ah ouais, c'est parfait. Merci pour votre présence. Monsieur Daniel Nukia. C'est vrai qu'on se connaît, mais rendez-vous pour les autres, monsieur. Voilà. Ok. Ok. Je vais d'abord joindre ma voix à mes prédécesseurs pour d'abord féliciter la CNJ pour cet atelier et M. Nestor et tous les participants par leurs questions nous ont permis de bien comprendre les thématiques. Je réponds au nom de M. Peta Noukea, expert macroéconomiste à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et bon retour au foyer à chacun. Merci, M. Peta. Et voilà, Carlos Kobier. Activez votre micro et vous pouvez parler. Voilà, c'est bon. Oui. Salut. Bon, bonsoir à tous. Merci pour la présentation. Je salue M. Nestor et je l'encourage. Je suis de près tout ce que
il a dit, et merci pour les interventions. Je remercie également l'initiative du côté de la CNJ. C'est M. Kodetoy de la cellule climat des affaires. Merci beaucoup, M. Carlos Bobier du climat des affaires. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. On donne la parole à... C'est écrit HP, hein? Moi, je dis HP. Je ne sais pas si c'est... HP, c'est... Activez le micro. HP. HP ne nous écoute pas. Bon, HP... avant de recevoir HP, bon, le temps d'activer son micro, on reçoit Madame Maïmouna T.Diallo. Oui, c'est vrai que elle s'est déjà présentée, elle a déjà intervenu, mais Madame, vous avez l'honneur de vous présenter de nouveau aux différents participants. Madame Maïmouna, si elle est à l'écoute, elle peut activer le micro parce que le micro est coupé. Toujours pas à l'écoute. Je vois ici, je donne la parole à M. Paka. Paka, activez votre micro. Voilà. OK. Bonjour. Moi, c'est Paka Mazameso de la DOSI, informaticien à la DOSI. Ah, d'accord, parfait. Merci beaucoup, M. Paka de la DOSI. Merci beaucoup pour votre présence. M. Tonou. Oui, rebonsoir. Je m'étais déjà présenté quand même. Merci pour cette présentation que j'ai bien appréciée. Je suis Lassé Tonou de la Direction générale de l'emploi. D'accord. Merci beaucoup, M. Tonou, pour votre participation sur cet atelier. Il est 17h moins quelques secondes. Ouais, je vous remercie une fois encore pour votre présence à cet atelier. Et je vous souhaite un très bon retour chez vous. Merci beaucoup à M. Nestor qui a pu nous aider vraiment par rapport à la thématique. Nous allons partager les éléments avec vous. Bon, c'est vrai que nous sommes en train de compiler les éléments partagés avec vous. Nous allons les envoyer dans vos boîtes mail. Bon, parce que c'est déjà enregistré, on va extraire la liste des participants et nous allons vous envoyer les informations sur cette liste. Je ne sais pas si M. Nestor a un petit mot, un dernier mot. Je vous remercie de votre participation par voie virtuelle à cette présentation et de vos intérêts à cette thématique que je trouve légitime, qui est important pour permettre aux entreprises de jouer vraiment leur rôle dans la société. Merci. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt. Le prochain atelier aura lieu le 25 août, en ligne toujours. Nous allons vous partager les informations. N'hésitez pas à partager les informations autour de vous. Et si c'est d'amener tous les acteurs à apporter leur contribution, à s'approprier la thématique. Ça, c'est très important si on fait du Togo le hub de l'entrepreneuriat social. Je vous remercie et très bonne soirée à vous chez vous. Bye bye. Bye. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.